Madame, Messieurs, bonjour. Nous sommes très heureux de vous compter parmi les milliers de téléspectateurs qui sont en train de regarder WAB Information TV. Vous le savez, cette émission, d'une manière hebdomadaire, vous la suivez sur WAB Info TV et nous parlons des questions et trait au droit. L'émission s'appelle Que dit les droits? Nous recevons pour aujourd'hui, comme vous le savez, Maître Joe Okapi. Je m'en vais lui dire bonjour et bonne arrivée. Bonjour Faustin, merci beaucoup. Bonjour également à tous les téléspectateurs de WAB Info Télévision. Monsieur Joe Okapi, avec vous aujourd'hui, nous allons parler des conclusions des traités et accords internationaux cas de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'on peut tout d'abord savoir en gros de cette thématique? Alors, merci Faustin. D'entrée de jeu, c'est une question très complexe. Parce que justement, la majorité, ou bien le commun des mortels, quand nous abordons la question des traités, en tout cas, les gens se perdent. Et nous avons jugé, bon, vous et moi, d'en parler aujourd'hui, d'en finir une fois pour toutes, pour que dès lors qu'il s'agit des traités conclus par la RDC, que les gens n'aient plus de tergiversements, mais que nous ayons en tout cas une idée globale sur qui peut signer un traité, comment est-ce que les traités et accords internationaux sont signés ou bien même ratifiés. Alors, Monsieur Joe Okapi, les accords internationaux sont réglés dans quelle branche du droit? Alors, merci déjà pour la première question. C'est une question des situations. Donc, nous voulons d'abord nous situer si nous sommes dans quelle branche du droit. Alors, les traités et accords internationaux sont régis par les droits internationaux humanitaires, les droits internationaux publics plutôt. Les droits internationaux publics qui, en d'autres termes, est appelé les droits des gens, ou en latin, les ius gentium. Les ius gentium, ça c'est en latin. Hein? Oui, en latin, droits des gens, et c'est les droits internationaux publics, ensemble des règles qui régissent en tout cas les États, leurs relations, surtout dans la branche du droit. Pas dans la diplomatie comme c'est la politique, mais ici, beaucoup plus c'est les droits. C'est en tout cas c'est là. Ok. Si on parle des accords internationaux, est-ce qu'on peut retenir, s'il vous plaît, de ce que s'il vous plaît, nous sommes en train de vivre en République démocratique du Congo? Est-ce que l'accord qui sera ici de la Tanzanie est aussi comme un traité ou bien donc comme un accord international? Alors, d'entrée des jeux, ce qu'il faut savoir, il faut d'abord savoir, je peux d'abord donner peut-être une définition d'un traité ou bien d'un accord pour que par la suite, nous puissions savoir si ce qui sera fait en Tanzanie sera un accord, un traité ou bien des simples décisions. Parce qu'un accord, dans des termes beaucoup plus simples, c'est un acte formel qui unit deux ou plusieurs États ou bien organisations internationales et qui accouche des obligations juridiques. Donc, dès lors que plusieurs États ou bien des organisations internationales se mettent ensemble et créent un texte, et par la suite, le texte peut en tout cas accoucher des obligations juridiques à travers ces États ou bien ces organisations internationales signataires. Là, on peut déjà parler de l'accord international. Alors, aujourd'hui, il y a en tout cas un sommet en Tanzanie. Alors, déjà, il y a deux organes qui ont convoqué ces assises. Normalement, l'EAC et la SADC. Déjà, l'EAC est créé par un traité et la SADC est également créée par un traité. Ça veut dire que toutes ces deux organisations régionales sont créées par des traités. Et aujourd'hui, il n'y aura pas création de notre traité. Ça veut dire que ce qui se fera aujourd'hui, ça ne sera pas un traité qui va lier les États, mais en tout cas, ça sera une prise de décision parce que dès lors que vous avez vu les travaux préparatoires, c'est en tout cas pour la paix dans la sous-région. C'est pour la paix. Alors, il y aura des décisions qui seront prises. Et les décisions qui seront prises n'auront pas de valeur de traité. En tout cas, ce ne seront pas des traités qui seront signés aujourd'hui, mais ce sont des décisions qui, justement, vont dans le sens d'apporter la paix dans la sous-région. Alors, dites-nous, que dit le droit sur base de la représentativité d'un accord, par exemple international, comme vous venez de le dire? Est-ce que les droits dit quelque chose sur la représentativité? Par exemple, notre premier ministre a représenté notre président de la République. Que dit les droits? Alors, merci beaucoup. Alors, il y a ce que nous appelons en droit international public le treaty making power, le pouvoir de conclure un traité. Alors, il y a certaines personnes qui, en tout cas, sont revêtues du plein pouvoir de représenter les États
en matière de conclusion des traités. L'article 213 de notre Constitution donne en tout cas cette prérogative au chef de l'État. Le chef de l'État signe et négocie les accords. C'est ce que la Constitution dit. Donc, à la première vue, le président de la République, c'est lui en tout cas qui négocie et qui signe les traités. Cependant, il peut déléguer ses pouvoirs à une autre personne. Alors, la personne qui est déléguée, on l'appelle un plénipotentiaire. Un plénipotentiaire est revêtu du plein pouvoir. Dès lors qu'il représente le chef de l'État, il a une lettre qu'on appelle la lettre de plein pouvoir. Et là, il peut agir au nom de toute une république. Là, il représente l'État. Alors, à la lumière de l'article 7.2 de la Charte des Nations Unies, qui en tout cas donne une certaine catégorie de personnes qui n'ont pas besoin de la lettre de plein pouvoir, mais vu leur statut dans le pays, ils ont le plein pouvoir. Il s'agit bien évidemment du chef de l'État, du Premier ministre et les ministres ayant la diplomatie dans ses charges, ça veut dire les ministres des Affaires étrangères. Ces trois personnes peuvent représenter un État sans pour autant être revêtus de la lettre de plein pouvoir. Ça veut dire des droits, ils y représentent un État. Là, nous sommes au de l'article 7 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969. Donc, ces personnes n'ont pas besoin d'une lettre. Ça veut dire des droits, ils peuvent représenter l'État. Donc, au sommet qui se tient en Tanzanie aujourd'hui avec le Premier ministre, nous pouvons dire elle représente le chef de l'État, mais elle est également de droit, représentant de l'État. Donc, elle peut représenter l'État également. Donc, dans ce sens, on peut avoir deux lectures. Soit elle représente le chef de l'État, et si elle représente le chef de l'État, ça veut dire qu'elle a la lettre de plein pouvoir, elle est plénipotentiaire, soit en vertu de l'article 7, susmentionné, elle peut représenter également l'État. Plusieurs Congolais disent que dans les cas d'espèce, le président de la République ne devrait pas être représenté parce que nous serions, bien évidemment, je le mets en conditionnel, dans une position de faiblesse. Alors, cette question est déjà réglée. En fait, je ne sais pas si le président peut influencer, parce que c'est une réunion de plusieurs chefs d'État. Alors, on dit qu'il serait là lui-même. Hein? À lui seul, il ne peut rien changer. Tout comme c'est une représentante de l'État. Ça veut dire que c'est la RDC qui est en Tanzanie. Ce n'est pas la personne du chef de l'État. C'est la République qui est en Tanzanie, par le biais de notre Premier ministre. Donc, sa présence ou non, ça ne peut rien changer, d'autant plus que le pays est déjà représenté. Mais dans la géopolitique, je pense que c'est important que lui seul soit là. D'autant plus que j'ai vu plusieurs chefs d'État ont répondu présent. Alors, dans une réunion des chefs d'État, normalement, de principe, il est important que ce soit une réunion des homologues. Ça veut dire que notre chef de l'État, Félix Antoine, devait également participer pour, en tout cas, le poids. Il est chef de l'État élu et dès lors qu'il sera en face de ses camarades, de ses collègues, de ses homologues, il peut en tout cas avoir un mot que d'être représenté par notre Premier ministre. Comment analysez-vous la non-présence du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, dans ces assises? Alors, l'analyse que je peux en tout cas donner, c'est que si nous pouvons remonter un peu dans l'histoire, en 2024, en décembre, il y a eu un sommet à Luanda. Il s'est présenté. Alors, son homologue rwandais, le président Paul Kagame, n'était pas venu. Alors, pour des raisons de courtoisie. En droit national, il y a ce que nous appelons la courtoisie des États. Dès lors que moi, État, j'ai fait un geste, et qu'à ton tour, tu ne réponds pas de la même manière que moi, ça crée une frustration et c'est la discourtoisie. Okay. Alors, pour des raisons de courtoisie, il se peut que le chef de l'État n'avait pas aimé la façon dont il a été, entre parenthèses, humilié. Parce que c'était un sommet. Tout le monde avait un œil sur ces sommets-là. Alors, nous entendions des bonnes résolutions. Malheureusement, le sommet n'a pas eu lieu du fait de l'absence du président Paul Kagame. Alors, il peut répondre également par son absence. Il dit, je ne viens pas parce que, également, ce que nous avons vu Paul Kagame. Dans le cadre de la République démocratique du Congo, qui peut signer vraiment les accords? Alors, c'est lui qui peut signer vraiment les accords. En tout cas,
comme je l'ai dit à la lumière de l'article 213 de la Constitution, le chef de l'État, d'abord, c'est une prérogative reconnue au seul chef de l'État. À la lumière de l'article 213 de la Constitution. Ça veut dire qu'il négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Donc, d'entrée de jeu, c'est lui. Mais rien n'empêche, quand il délègue, que les délégués puissent signer au nom du chef de l'État. Et cet accord-là peut passer, bien que ce n'est pas lui-même. Effectivement, ça peut passer, parce qu'il a délégué. Le problème, c'est que un ministre ne peut pas aller, de son propre gré, signer des accords sans qu'il ne soit délégué. Donc, déjà, il y aura une mauvaise procédure, et alors que les accords qui engagent l'État doivent en tout cas respecter toute la procédure possible, parce que moindre erreur, c'est tout un État qui sera mis en manœuvre. Maître Josué Okapi, nous aimerions savoir, peut-on signer, ou bien donc un État peut signer un accord avec un individu, ou bien un groupe armé? Alors, merci beaucoup. Normalement, en droit international public, les accords sont signés entre les sujets du droit international. Alors, les sujets du droit international sont les États et les organisations internationales, les OI. Alors, exceptionnellement, les individus interviennent dans la scène internationale, mais en principe, un État ne peut pas signer un accord avec un individu et que cela soit vu comme un traité international. Un État peut signer avec un individu comme des conventions ou bien des arrangements entre États. Ce sont des conventions transfrontalières, beaucoup plus. Donc, un État avec un individu. Un groupe armé. Alors, ce sont des accords qui ne sont pas revêtus de la qualité des traités internationaux. Parce que, dès lors que nous disons traité international, nous voyons en tout cas les sujets du droit international. Un groupe armé n'est pas un sujet du droit international. Un individu n'est pas naturellement un sujet du droit international. Donc, l'État peut signer certains accords avec certains individus. Ce sont des accords privés. L'État également peut signer certains accords avec des groupes armés, qui sont des accords privés, mais ces accords ne peuvent pas avoir la qualité du traité international ou bien convention internationale. Et si ça arriverait que peut-être notre président de la République accepterait de dialoguer avec les groupes armés, je peux dire les M23, parce que les M23 est en train de dire qu'ils sont prêts au dialogue. S'il ne dialogue pas directement avec le président de la République, il ne va pas quitter de la ville de Goma et il va évoluer jusqu'à Kinshasa. Si le président accepterait de négocier avec eux, est-ce que cela sera considéré comme un accord international? Alors, déjà, ce n'est pas un accord international. Ça sera un accord au niveau de la RDC. Un accord entre RDC et ses groupes armés. Vous le savez, les M23, selon beaucoup de rapports, les M23 seraient soutenus par les Rwandais. Alors, oui, en tout cas, aujourd'hui, c'est beaucoup plus clair que les M23 est soutenu par le Rwanda. Alors, c'est un accord qui ne sera pas signé entre RDC et Rwanda. D'ailleurs, c'est ce que le chef de l'État veut. Il veut un dialogue avec les Rwandais et non avec le groupe du M23. C'est ce que lui, il demande. Alors que mais les M23 se réclament être les Congolais. Alors, oui, parce que déjà, aujourd'hui, avec le coordonnateur de l'AFC, Monsieur Corneille Nangaa, qui dit, lui, en tout cas, il veut le dialogue direct avec le chef de l'État. Alors, selon ce que j'ai entendu également, selon également mes analyses, il ne faut pas que la RDC, en tout cas, tombe dans les mêmes erreurs de la fois passée. La fois passée, il y a eu des accords entre les gouvernements et les M23. Et CNDP à l'époque. CNDP, oui. Alors, il fallait actuellement, nous voyons les faiblesses. Pourquoi? Parce que l'accord qui a été signé entre les gouvernements et les groupes armés n'avait pas abouti. Parce que il se peut que tout était... Alors, comprenez que je ne dois pas tout dire ici. Je ne dois pas tout dire. Mais comprenez que ce n'était pas un accord dans les bons ou bien le bien-être du peuple congolais ou bien de la RDC. Alors, actuellement, il se peut qu'il faut changer des jeux. Dès lors que la première expérience n'a pas tenu, il faut changer de cartes, changer de cartouches. Et voilà pourquoi il se peut que le président de la République, Félix Tshisekedi, veut directement dialoguer avec son homologue rwandais, tête à tête, savoir qu'est-ce qui ne va pas. Au moins que les deux États signent au moins des accords qu'un État avec un groupe armé.
Personnellement, en tant qu'un analyste, en tant qu'un chercheur, dites-nous, est-ce que vous soutiendrez ce dialogue entre les M23 et le président congolais? Alors, en tant que chercheur, en tant qu'analyste et en tant que citoyen congolais également, je pense qu'il serait mieux de dialoguer. Dialoguer avec toutes les parties prenantes. Ça veut dire la RDC, les Rwandais et même ceux-là qui se revendiquent congolais, les membres du M23. J'aimerais qu'il y ait un dialogue franc, un dialogue à l'issue duquel nous allons voir un résultat escompté. Donc, que les groupes du M23, les Rwandais et la RDC se mettent ensemble et dialoguent. Je ne veux pas qu'il y ait en tout cas certaines personnes qui seront exclues parce que ça va créer encore des frustrations et nous pouvons croire que nous sommes en train de résoudre un problème alors que nous sommes en train d'en créer d'autres. Donc, au stade actuel, je pense que le dialogue entre ces trois parties, il est vraiment important, indispensable pour en tout cas faire taire cette véritable boucherie humaine que nous assistons du jour au lendemain en République démocratique du Congo. Alors, M. Josué Okapi, nous sommes en train d'évoluer. Quels sont, s'il vous plaît, les avantages des dialogues et les accords, bien évidemment, comme on est en train de parler des accords et traités, surtout dans les camps de la République démocratique du Congo? Alors, les avantages, c'est que, à la première vue, il y aura cessation de cette véritable boucherie humaine. Vous savez, Faustin, nous avons vécu une atrocité sans pareil qui ne dit pas son nom. Nous assistons chaque jour à l'écoulement du sang. Alors je pense qu'avec le dialogue, il y aura d'abord fin au massacre, fin à la guerre. Déjà, c'est un grand avantage parce que le peuple congolais, depuis tout ce temps, ne veut que la fin de la guerre. En tout cas, c'est ce que le peuple congolais veut. Alors, je pense que le dialogue, comme je l'ai dit à ma manière, le dialogue qui regroupe les gouvernements congolais, les gouvernements rwandais et les supplétifs du M23, à l'issue du dialogue, qu'il y ait cessation de guerre, cesser le feu. En tout cas, je pense que c'est le premier avantage qui puisse en tout cas exister dans pareilles circonstances. Donc, c'est le premier avantage, cette véritable boucherie humaine aura fin. Le deuxième avantage, c'est que il y aura retour aux activités. Vous savez, avec la guerre, nous ne savons pas évoluer. L'économie ne s'est pas montée. Pourquoi? Parce qu'il y a la guerre. Avec la guerre, nous ne savons pas produire, nous ne savons pas vendre, nous ne savons pas importer, nous ne savons pas exporter. Donc, il y a un véritable frein sur l'activité économique. Donc, s'il y a dialogue et que les résultats sont en faveur de la RDC, en tout cas, les activités économiques vont répondre et l'économie du pays, en tout cas, va émerger. Donc, s'il y aura dialogue entre les trois parties prenantes, qu'il y ait de bonnes résolutions, qu'il n'y ait pas encore, qu'il n'y ait plus ce genre d'accord, parce que ça sera au désavantage du peuple congolais. Peut-être, Josué, ça sera parmi les dernières questions. Ce sont des questions qui se posent toujours entre les Congolais parce qu'ils disent que ce qui occupe la ville de Goma sont des Rwandais, c'est l'OE. Alors, dites-nous, que dit les droits sur base de la nationalité? Alors, la nationalité, article 10 de la Constitution, a déjà réglé cette question. Il y a également la loi de 2004 portant la nationalité congolaise. Donc, la nationalité congolaise est une et exclusive. Donc, elle ne peut pas se mélanger. On est soit congolais d'origine, ou bien soit par naturalisation. Donc, issu des parents congolais, déjà tu es congolais. Soit congolais d'origine. Donc, dire que je suis congolais d'origine pendant que tu n'as pas des racines congolaises, ou bien par naturalisation tu n'as pas été congolais, ça ne passe pas. Donc, actuellement, dire que le Nord Kivu, ou bien la ville de Goma est occupée par les Rwandais, on ne sait pas beaucoup plus l'affirmer. Parce que, prenons l'exemple de M. Nanga. Nous savons qu'il est congolais. Bertin Bissimois, il est congolais. Donc, dire que les Rwandais occupent le Nord Kivu, le dire clairement avec des preuves, ça sera beaucoup plus difficile. Donc, ça peut être la tendance des gens ou bien la subjectivité des gens, mais je ne sais pas en tout cas très bien l'affirmer. Quel conseil pouvez-vous prodiguer à tous ces Congolais qui sont en train de juger les gens à travers les rhétoriques, disant qu'ils ne sont pas Congolais? Alors, la nationalité congolaise, comme je viens de le dire, elle ne se prouve pas par la morphologie, non plus par la façon de parler. Tu sais, nous sommes issus de différents coins du pays. Et à cela, prenons le cas, moi je suis natif du Nord Kivu. Prenons le cas de ceux-là qui naissent à Masisi et Rutshuru. Ils n'ont pas le même accent que moi d'ici à Goma. Mais nous sommes tous des Congolais.
Donc, par la rhétorique, on ne peut pas facilement comprendre que tel n'est pas congolais ou bien tel est rwandais. Donc, la nationalité se prouve par les actes, par les documents. En l'occurrence, l'attestation de nationalité que beaucoup n'ont pas. Sont très rares ceux-là qui ont l'attestation de nationalité. C'est une preuve qui prouve en tout. C'est une preuve qui, en tout cas, démontre que nous sommes congolais. La carte d'électeur sont l'ensemble des actes qui peuvent, en tout cas, démontrer qu'on est congolais, mais pas par la morphologie ou bien pas par la façon de parler. Quel conseil prodiguez-vous à ces Congolais? Alors, c'est un fort débat. Déjà, c'est écarter certaines personnes de leur zone naturelle qui est la République démocratique du Congo. Alors, qui ne répandent pas des faux discours. Ce sont des discours de haine qui peuvent en tout cas diviser. Tu sais, nous avons un pays qui est en tout cas fragile. Permettez les termes. Notre pays n'a pas encore cette unité-là qui dépasse les limites. Nous avons un pays un peu fragile où il y a des tendances tribalistiques, il y a des tendances en tout cas ethniques. Alors, divulguer ces genres de discours, c'est en tout cas diviser les pays davantage. Donc, à tous ces gens-là qui, en tout cas, répandent ces genres de discours, qu'ils arrêtent. D'ailleurs, ce sont des propos diffamatoires et injurieux qui, en tout cas, divisent les pays beaucoup plus davantage. D'autant plus que nous avons un pays qui n'est pas, en tout cas, très bien solide, un peu fragile. Monsieur Josué Okapi, dites-nous en tant que leader d'opinion, qu'est-ce que vous attendez comme conclusion de ces accords, ces dialogues, ces assises de la Tanzanie? Alors, moi, je suis optimiste. Je ne suis pas fan ou bien subjectif. Moi, je n'attends pas quelque chose de consistant venant de ces sommets aujourd'hui. Je n'attends pas en tout cas quelque chose de consistant, d'autant plus que les deux organisations régionales qui ont convoqué ces assises n'ont pas la même appréhension de cette guerre. Donc, il y a de l'autre côté la SADC qui prône la feuille de route de Luanda, qui veut qu'il y ait dialogue entre la RDC et le Rwanda. Et de l'autre côté, nous avons l'EAC qui a la feuille de route de Nairobi, qui veut que la RDC dialogue avec les M23. Déjà, dès lors que les bases ne sont pas bonnes, il n'y aura rien de bon. Dès lors que les prémices sont négatives, eh bien, la conclusion ne sera pas positive. Donc, moi, je n'attends rien de ces sommets. En tout cas, je n'attends rien de ces sommets. Rien de consistant ne viendra de ces sommets, d'autant plus que les parties prenantes n'ont pas la même appréhension de la guerre. Et dès lors que nous n'avons pas la même appréhension, en tout cas, les conclusions seront différentes. Rien de bon ne sortira. Il se peut que même le président a vu cela de loin. Voilà pourquoi il n'a pas voulu même assister. Mais par respect, il a représenté les pays. Maître, selon vous, quelles seraient des solutions palliatives sur la crise dans l'Est de la RDC? Alors, la solution, Foster, si nous remontons dans le temps, prenons la Première Guerre mondiale. Elle s'est sanctionnée par un dialogue, d'où la création de la SDN, la Société des Nations. Prenons la Deuxième Guerre mondiale. Elle s'est sanctionnée par un dialogue, d'où la création de l'ONU. Aujourd'hui, l'ONU existe. C'est à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, actuellement, je ne prends pas, moi, les armes. Je ne prends pas les armes parce qu'avec les armes, nous voyons les faiblesses des uns des autres. Et la victime, c'est le peuple. Le peuple ne cesse de mourir. Il y a déchirement de famille. Il y a en tout cas toutes les mauvaises choses qui peuvent arriver. C'est la population qui est victime. Alors, nous en avons presque marre. Alors, finissons cette guerre. Et lieu et place de la diplomatie, du dialogue, que les pays dialoguent, comme je l'ai dit, la RDC, le Rwanda et l'M23, l'AFC, dialoguent et trouvons des résolutions qui vont dans le cadre du bénéfice du peuple congolais. Parce que même l'M23 se réclame congolais, l'AFC congolais. Alors, si réellement nous sommes congolais, prenons des bonnes décisions pour le bien-être des Congolais. Merci, Monsieur Josué Okapi, d'être venu. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Qu'est-ce que vous avez à dire comme conclusion de cette émission? Alors, en conclusion, c'est un message beaucoup plus de compassion avec ceux-là qui ont perdu les leurs. Tu sais, nous sommes ici à Goma, nous avons vécu une musique de bombardements et de crépitements de balles. Nous ne savions plus sortir. Et malheureusement, il y a ceux-là qui ont perdu les membres de leur famille. Alors, c'est beaucoup plus un message de compassion. Nous croyons à une paix durable. Et nous croyons que la paix est en train de revenir petit à petit. Nous croyons
au dialogue qui se fera. Moi, je prends le dialogue entre la M23, les gouvernements congolais et celui du Rwanda pour trouver en tout cas une paix durable et fin à cette guerre qui, en tout cas, nous a mis au fond du trou. Monsieur Jozo Kapi, gras était notre honneur de vous recevoir sur ce plateau de WAB Info TV et je vous fixe un nouveau rendez-vous le samedi prochain. Merci Faustin, à plus. Madame, Messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Continuons toujours à travailler au service de la nation parce que la vie s'envole comme un oiseau, mais nos œuvres dirent pour toujours. Je vous laisse tout en sachant que le Congo changera grâce à vous. Au revoir. En plein XXIe siècle, il se passe au cœur du continent noir des horreurs, des atrocités, des barbaries et des crimes inouïs et indescriptibles dont sont victimes les peuples du Congo aux grandes dames du monde. Abandonnés à leur triste sort, les Bantous congolais sont en proie à des éliminations physiques intentionnelles, partielles ou totales. Ils sont dans certains coins de leur territoire détruits, massacrés et exterminés, voire violés pour le cas des femmes et mis en incapacité de procréer en raison de leur appartenance originelle et de souche à leur sol. Ces massacres de masse sont intentionnels, systématiques, planifiés et programmés par certains États africains voisins qui bénéficient non seulement du soutien des puissances occidentales, mais surtout d'une espèce d'approbation qui ne dit pas son nom. Par contre, visible par l'amnésie dont souffre curieusement la communauté internationale au sujet des crimes qui sévissent ce pays depuis plus de 27 ans.